effectivement, on va enchaîner directement avec le débat sur le film que Habib a réalisé, qui s'intitule donc Couscous, graines de la dignité. Avant de commencer, je vais me permettre de partager mon écran avec le film. العركة الجاية على الخبز، ما فهمش حاجة أخرى. الموظف راك فهمتني، لا يمشي عليك الفلاح ما عادش يفلح، تك على شيرة تموت غادي. يا عمي راهي الفلاحة الغرب تحب تمسحها، وهذاك هو الاحتلال الصحيح. ما يعطيكش الزرية تقعد ما عندك ما تزرع. اللي يقول لك الارض تجيب الزعفران، أيوة. انت ارضك تجيب الزعفران وانت ما تبيعهاش. لا هذا البيع ما نقولوش عليه، والله ما نبيعها للمين. لا القسملون يوكلوا رواحهم. لا يجيب مستثمر يوكلهم. ما يوكلهمش يقتلهم. هيبة الدولة يا رسول الله، راهي هيبة الدولة مشت في وادرة كلها وادرة، راه كلها الوادرة. وانت سيري والفجر بهر على عقاب شعيري ننصب لك بلو. Voilà pour ce petit extrait du documentaire qui lui-même dure presque 1 heure. Habib, ce n'est pas votre premier documentaire, hein, puisque vous aviez auparavant déjà réalisé Gavès Lavès, que je recommande aussi à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le visionner, qui traite aussi d'ailleurs de la question de dépossession des paysans et des paysannes. Alors, ma première question que j'avais pour vous cet après-midi, c'est pourquoi avez-vous choisi de travailler d'abord sur ces thématiques dans le monde arabe et pourquoi avez-vous, en tant que chercheur, choisi le film plutôt que le papier de recherche pour analyser cette réalité du terrain? Merci Isabelle. Non, je veux dire... Pourquoi je travaille, je filme ces questions-là, pourquoi je fais des documentaires sur ces questions-là, ce sont ces questions sur lesquelles j'ai travaillé depuis que j'ai commencé à prétendre être un chercheur. Voilà, donc moi, je ne me suis jamais occupé d'autre chose et je respecte mon statut de chercheur. Le bilan, ce n'est pas moi qui le fais, mais j'essaye de ne pas parler des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Donc, les sujets que je crois connaître et maîtriser suffisamment pour en parler publiquement se font la trame principale de mon projet. J'en ai d'autres. À propos, Couscous, c'est le 5e film, Omblayoun, c'est le 6e, et Gab Slaba, c'était le 3e. Gab Slaba se porte plus sur l'environnement, justement, Couscous, souveraineté alimentaire, et enfin, Omblayoun qui porte sur l'eau. Donc, pour moi, c'est juste naturel de travailler parce qu'on a la chance en Tunisie, même si on est très, très déçu par l'évolution des choses, on a la chance d'avoir un espace de débat qui est ouvert depuis 2011 et qui permet ce genre de choses. Gab Slabès, quand je l'ai commencé en 2009, j'ai été arrêté au moins de 24 heures. Je l'ai repris après 2011. Donc voilà, pour dire qu'il y a quelque chose qui a quand même changé malgré les déceptions. Maintenant, il y a des choses dont on ne parle pas dans tous les débats en Tunisie. On parle de tout en Tunisie. Tous les débats sont ouverts. Ça va de les statuts personnels jusqu'à l'homosexualité, en passant par la religion, l'identité collective. On est arabe, berbère, musulman, français, n'importe. Tout est débattu. Sauf la question de l'environnement, sauf la question agricole, sauf la question alimentaire. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La société civile est complètement subjuguée par la modernité française et européenne, occidentale en général. Donc, il y a une sorte de déracinement mental. Donc, je voulais imposer ça parce que l'image a cette force incroyable de passer partout. Mettez votre image sur Facebook, vous allez voir, il y a des milliers de personnes qui vont la voir. Tout le monde ne va pas liker, mais certains vont liker, mais tout le monde va la voir presque. Donc, j'ai utilisé un outil. Et ça, je fais donc la réponse à la deuxième partie de la question. Isabelle, non, moi, je n'ai pas arrêté d'écrire.
Je n'ai jamais abandonné le papier. J'ai un bouquin qui est sorti il y a moins de 2 ans maintenant. J'écris tous les ans à peu près ce que j'ai toujours fait, entre 3 et 4 articles que je considère comme sérieux, plus d'autres publications, moins, plus grand public. Mais j'ai toujours été chercheur et enseignant, et ma grande frustration, et j'en ai vraiment souffert profondément, c'est que à chaque fois, j'avais l'impression d'écrire à des collègues et parfois à des étudiants, pas tous, et à quelques membres de l'élite, soit des journalistes ou quelques décideurs ou un truc comme ça, et aussi quelques amis qui m'aiment bien, qui lisent à peu près tout ce que j'ai écrit et qui like sans même avoir la conviction, par amitié. Les autres, le monde, les gens qui vivent au quotidien, on n'y a pas accès par l'écrit. Je veux dire, moi en Tunisie, comme j'ai surtout écrit et travaillé sur l'Égypte, quand j'ai commencé en Tunisie, je me suis installé en Tunisie pour travailler, pour faire de la recherche, personne ne me connaissait. Personne n'avait lu quoi que ce soit alors que je publiais en arabe. Et en français et en anglais. Mais tout ce que j'ai publié pendant tout mon séjour en Égypte, tout ce que j'ai publié en français et en anglais, je l'ai traduit en arabe. Donc, ce n'est même pas le problème de la langue. C'est juste une question que, voilà, le papier ne passe pas, il touche certaines personnes. Mais pas... Et donc, à un moment, j'ai dit que la meilleure manière, j'ai pris conscience de l'importance de l'image comme outil de débat. Et c'est fabuleux, je veux dire, je suis hyper heureux parce que ça a marché. Je veux dire, vous dites, c'est qui Habib Ayab en Tunisie? On vous dira peut-être qu'il est le fondateur d'Osaïe, et encore tout le monde ne connaît pas Osaïe, mais surtout, c'est le mec qui fait des films. Et donc là, le film m'a donné le sentiment d'enfin être utile pour le débat public. Mais je n'ai jamais arrêté de publier. Merci beaucoup, Habib. Je reviens sur un point que vous avez évoqué, à savoir que l'environnement est souvent encore perçu dans le monde arabe comme n'étant pas vraiment un enjeu, que ce n'est pas important d'en parler, et que souvent, même moi, travaillant sur ces questions, je l'ai déjà suffisamment entendu, que ce n'est pas une préoccupation pour les Arabes. D'abord, c'est la démocratie, ils ont d'autres chats à fouetter et d'autres préoccupations sur lesquelles se concentrer. Mais je trouve quand même que, surtout dans ton film, et d'ailleurs je l'avais d'ailleurs noté parce que je voulais revenir sur une des séquences. Je trouve que tes films montrent bien que, en fait, il n'y a pas possibilité d'une démocratie dans le monde arabe sans une sécurité ou sans une souveraineté alimentaire. Je te laisse peut-être réagir et je retrouve la séquence sur laquelle je voulais t'interroger. Première, juste une petite réserve. Moi, je n'utilise jamais cette généralisation sur le monde arabe, que je peux l'adopter politiquement dans un discours politique, mais là, je considère que je ne suis pas dans un discours politique. Donc, je ne sais pas ce que c'est le monde arabe. Moi, je ne connais pas Oman, dont a parlé Cariou. Je connais pas, il y a plein de pays que je ne connais pas. Je ne sais pas comment la société civile fonctionne. Je lis des choses, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre. Donc, moi, je parle des choses, encore une fois, que je connais un peu et que j'essaie de comprendre encore plus. Alors, la souveraineté alimentaire en Tunisie, c'est ça. Ma grande découverte en filmant Couscous. Ma grande découverte, c'est la conscience politique des paysans, qui ne sont pas dans les petits discours de machin, tel ministre, tel machin. Non, 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 il y a l'État. Et l'État, moi, je souffre et la responsable, c'est l'État. Alors, pour l'écologie, vous savez, il y a notre camarade Amita Baveskar, la chercheure indienne, qui a écrit un bouquin où elle développe le concept très fort, que moi je trouve très fort, de environnementalisme bourgeois. Et en Tunisie, il y a plein de gens qui disent, qui vont parler de l'environnement. Mais c'est quoi l'environnement en Tunisie? Moi-même, j'ai écrit un article il y a 6 ans ou 7 ans. Je l'ai appelé l'environnementalisme de mode. Et l'environnementalisme de mode, ou l'environnementalisme bourgeois, la pauvreté, ça ne les gêne pas.
La pollution industrielle, ça ne gêne pas parce qu'il faut quand même exporter ou produire ou remplacer les importations par des productions locales, ça coûte moins cher. Le manque d'eau ou la compétition sur l'eau et le fait qu'on exporte des fraises au mois de décembre, ça ne gêne personne. Mais par contre, un sac de poubelle oublié sur le trottoir, ça gêne beaucoup de monde. Et moi, une fois, j'étais dans une voiture et il y avait avec moi quelqu'un et on s'est presque engueulé parce qu'on a été dépassé par une grosse voiture, un gros 4x4 qui pue le mazout et une fenêtre s'est ouverte de la voiture, pas vers nous, hein, mais on l'a vu comme on courait derrière eux finalement et quelqu'un a ouvert sa fenêtre, il a jeté un mouchoir. Et ça provoquait un drame dans la voiture chez moi, dans ma voiture, parce que la personne qui était avec moi, elle était horriblement scandalisée comment on peut jeter un mouchoir sur la route. Mais la grosse voiture ne l'a pas dérangé. La grosse voiture qui pue le mazout, qui consomme 15 litres ou 100, ça ne l'a absolument pas dérangé. Peut-être même que la personne aurait bien aimé la voir aussi. Mais le mouchoir sur la route, ça dérange personne. Et c'est le genre d'environnementalisme qui domine en Tunisie et je crois dans beaucoup d'autres pays de la région. On entend beaucoup parler et d'ailleurs c'est la séance sur laquelle je voulais t'interroger parce qu'on en a déjà eu l'occasion rapidement ce matin d'en parler. On entend beaucoup parler dans ce film de semences et d'ailleurs je pense que je n'ai pas dû être la seule à avoir été frappée des différentes variétés de blé qu'il peut y avoir, qui existent justement pour faire du couscous. Mais comme les fellahs que tu interroges dans ton film l'expliquent très bien, il s'agit là de variétés traditionnelles que les paysans ont aujourd'hui souvent du mal à trouver. Et pour lesquels ils ne reçoivent la plupart du temps plus de subventions étatiques ou que dans des très rares occasions. Et pourtant, ces variétés locales, et ça ils le disent très très bien dans le film, ils sont souvent bien plus résistantes à la sécheresse que les variétés importées venant d'Europe ou bien aussi des États-Unis. Et je voudrais en particulier revenir peut-être sur une séquence du film où un fellah vous dit que, et je le cite, les nouvelles variétés les ont privés de 3 choses. Il dit c'est du pâturage car les animaux ne peuvent plus brouter les chaumes, de la paille parce que ces nouvelles variétés ne donnent plus suffisamment de paille pour nourrir les animaux l'hiver, mais aussi parce qu'ils utilisent maintenant les moissonneuses qui cassent tout en petits morceaux. Mais aussi le goût, voire même la valeur nutritive de ces nouvelles variétés sont médiocres. Les semences sont de piètre qualité. C'est un peu ce qu'on entend dans le film. Et un autre ajoute d'ailleurs que, je le cite encore, aujourd'hui les graines des nouvelles pastèques ne repoussent plus. Ils ne peuvent donc plus les reproduire. Il compare ça à la période qu'il a connue avec son père où il dit à l'époque on pouvait replanter en fait les graines et ça repoussait et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et donc il ajoute là, c'est cela la stratégie de l'Occident pour que l'on reste sous leurs bottes et c'est l'État qui les autorise à importer. Alors cette séquence m'a beaucoup marquée parce que je trouve qu'elle montre un vrai discours politique des fellahs qu'on considère souvent à tort comme finalement peu politisés. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, on a tendance à les stigmatiser un peu comme arriérés, pas modernes et donc peut-être peu politisés. On voit dans le film que finalement c'est tout le contraire qui se joue. Et donc je voulais savoir si vous pourriez nous en dire un peu plus sur leur vision politique et leur compréhension peut-être aussi politique de ces enjeux en fait écologiques et environnementaux qui se jouent aujourd'hui sur le terrain en Tunisie. Oui, avec plaisir. Moi, ça a été réellement, je ne fais pas le faux modeste, réellement j'étais surpris par cette capacité des paysans à synthétiser les problèmes et à identifier l'origine des problèmes auxquels ils sont exposés.
Et c'est valable pour les hommes et les femmes, c'est exactement pareil. Je dirais même que les femmes sont encore plus conscientes. Parce qu'il faut savoir que ce sont les femmes qui maîtrisent le savoir de l'agriculture paysanne. Ce n'est pas les hommes. Les hommes ne connaissent pas l'agriculture paysanne. Les femmes maîtrisent ça. C'est des véritables encyclopédies. Et qui parlent en plus. Donc, c'est déjà énorme. Contrairement à l'image de la femme arabe ou tunisienne qu'on présente un peu partout, ignorante, et surtout quand c'est une femme de paysan, c'est moins que rien. Moi, j'ai été surpris. Mais en même temps, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce qu'il y a une accumulation d'expérience et de savoir qui ne date pas d'hier. C'est des choses... Moi, je suis né dans un endroit où il pleut en moyenne, les bonnes années, même pas la moyenne, c'est les bonnes années, il pleut 150 mm par an. Ça veut dire en gros quasiment rien. Mes parents produisaient, donc moi je l'ai vécu, j'ai joué dans les champs de blé, mes parents produisaient une variété de blé qui s'appelle Hommera, on pourrait traduire par rouge ou rougeâtre ou quelque chose comme ça. C'est une petite graine rouge, chétive un peu, voilà comme ça, et qui produisait énormément avec un goût absolument formidable. Et cette Hommera, ça a totalement disparu de la Tunisie et il y a la Banque nationale des gènes, on a en Tunisie une Banque nationale des gènes qui est paradoxalement sous le ministère de l'Environnement et pas l'agriculture. Bon, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et donc, ils ont trouvé 50 grammes dans une banque nationale, une banque de gènes privée aux États-Unis. Ils sont allés les chercher les 50 grammes. Et donc, voilà, maintenant, ils essayent de reproduire cette variété-là. Donc, il y a des centaines de variétés de céréales. Moi, c'est depuis 2 ans, puisque grâce à mes contacts dans le monde rural, et je connais maintenant des dizaines de paysans, ça fait 2 ans que je n'achète plus de couscous. Moi, je mange la couscous des paysans. Je leur demande chaque juillet et ils me donnent mes 30-40 kilos de couscous que je mange dans l'année. Et je vous assure que le goût, c'est une drogue. C'est la 2e fois de la journée que je parle de drogue, alors que moi-même, je ne me drogue pas. Donc, c'est psychologique. C'est formidable. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la machine politique et économique en Tunisie, et je pense que c'est partout ailleurs dans le sud, pousse les paysans. En Tunisie, c'est écrit, hein, en Égypte, c'est écrit aussi par l'ancien ministre de l'Agriculture, Youssef Ouali. La solution pour les problèmes agricoles est trouvée dans le fait de pousser les paysans en dehors de la terre pour libérer la terre au profit des investisseurs. Donc l'État est en soutien aux investisseurs, y compris tout à l'heure, Julie a mentionné le cas de Majavda, où les gros propriétaires prenaient l'eau d'une manière légale et l'utilisaient pour produire. Ce n'est pas de la corruption, l'État le sait. Et souvent, ils ont l'électricité, ces gens-là. Donc, on ne peut pas avoir l'électricité si on n'a pas des papiers officiels. Et ils ont des crédits de la banque. Donc, tout est fait. Mais légalement, il n'existe pas. Ça permet de quelques pressions et quelques corruptions au passage. Donc, voilà, je ne sais pas, je crois que je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais oui, moi, je découvre quelque chose et ça, c'est fabuleux. Et ils se battent pour ça. On a encore 500 000 familles paysannes qui ne mangent pas à leur faim. Ils sont majoritairement pauvres, largement majoritairement, mais qui résistent encore. Et la preuve, quand je leur demande de me vendre un morceau de leur terre, une question que je pose partout, même aux États-Unis, j'ai posé la même question, j'ai toujours la même réponse, jamais.
Je voudrais aussi revenir sur la question des technologies et qu'on voit d'ailleurs aussi dans les différents films, que ce soit Gabes Laves ou bien aussi Couscous, et on le voit d'ailleurs aussi déjà dans la bande-annonce de Omlayoun. On y trouve maintenant des moissonneuses, des pompes à diesel et un certain nombre d'autres technologies des engrais chimiques et j'en passe. Et tout cela est parfois présenté par des grandes entreprises, mais aussi parfois par des personnes de l'État, par des pouvoirs publics, comme étant des symboles du progrès. D'autres nous diront peut-être que c'est ça le développement, c'est le vrai développement. Comment vous percevez cette situation et comment peut-être ce prétendu progrès a-t-il marginalisé toute une partie finalement de la population en Tunisie? Pas seulement marginalisés, donc dépossédés. Un petit paysan ne peut pas acheter une moissonneuse-batteuse. Donc, par définition, et surtout quand le prix du blé qui vient de l'étranger est moins cher que le blé produit ici, on peut comprendre facilement qu'un petit paysan a du mal à résister. Donc, ça fait partie de ce processus. Mais il y a un véritable problème, j'en parlais par rapport à la société civile. L'idéologie dominante en Tunisie, y compris à gauche, je ne sais pas que la gauche est exemple de défaut, mais enfin, on peut espérer une autre position. Et même de beaucoup de gens qui se disent écologistes, l'idéologie dominante, c'est la modernité. Une moissonneuse-batteuse, c'est d'abord symboliquement l'entrée dans la modernité technologique. C'est assurer, on va dire quand on utilise des produits chimiques et quand on utilise la technologie, on va produire plus. Probablement, dans certains endroits, ça marche. Moi, j'ai un ami qui a 7 hectares dans le nord-ouest. Il avait l'habitude de produire avec des produits chimiques. Et comme il était membre, à un certain moment, il est entré avec nous comme membre de l'association et il a fini par se convaincre qu'il faudrait changer de méthode. Non pas pour faire du bio, mais pour entrer dans cette logique de la souveraineté alimentaire. Moi, je ne suis pas pro-bio. Le bio qui vient d'Argentine, moi, je ne l'achète jamais. Je préfère manger local chimique. Et ce copain, il a décidé d'arrêter d'utiliser des produits chimiques. Et cette année, il a produit du blé sans produits chimiques, sans insecticides, sans intrants chimiques, aucun. Il a produit plus que ses voisins et ses cousins qui ont continué à utiliser le système inverse. Il a lu plein de choses, de rapports, de techniques, et puis il a labouré avec une charrue classique. Il a utilisé une semence classique et sans les intrants chimiques. Il a produit quasiment 20% de plus en moyenne que les autres. Donc, voilà, mais je veux dire, encore une fois, c'est très difficile de répondre comme ça en 2 minutes ou moins de 2 minutes. Mais on marche sur la tête. On est dans une démarche de dépaysannement et de dépossession de la paysannerie. Ce qui m'inquiète le plus dans la disparition de la paysannerie, ce n'est pas une question humanitaire. Ça peut aussi me faire mal quand c'est humanitaire, mais pour les gens que je connais, je ne peux pas pleurer pour l'humanité entière, malheureusement. C'est comme ça, et quelque part, heureusement. Mais pour moi, la question n'est pas du tout humanitaire. Moi, j'ai un temple du savoir, un temple de connaissances, un temple de pratiques qui protège la biodiversité, qui protège les ressources locales, qui ont le sens du droit du bien commun. Mes parents, qui, encore une fois, produisaient à 150 mm de pluie, me disaient il y a 3 choses qu'il ne faut jamais vendre: le feu, l'eau et le lait. Là, aujourd'hui, on dit exactement le contraire. Les premières choses qu'il faut acheter, c'est l'eau, le lait et le feu. Donc, je ne sais pas comment il faut faire. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et j'agis selon mes trucs. C'est bien parce que notre ordre d'analyse des outils il est complètement probablement décalé et je trouve que ça aussi, ça transparaît bien dans le film.
Et notamment, je reprends l'exemple de celle-là qui te montre une tomate et qui te dit pourquoi veux-tu que je t'appelle cette tomate biologique? Et il te fait la remarque, et pourquoi on ne la qualifierait pas de tomate chimique? L'autre, oui, oui, oui. Hein? Ouais. Qui correspondrait d'ailleurs plus à la réalité, puisque cette tomate, elle a été cultivée avec des engrais. Et donc, au lieu de qualifier des tomates, entre guillemets, poussées naturellement, des tomates biologiques, pourquoi, enfin, ce qui en fait finalement une exception, alors que ça ne devrait pas être l'exception. Et je trouvais cette remarque intéressante parce que je trouve qu'elle montre bien notre manière de penser qui est complètement à l'envers de ce qu'elle devait être finalement aujourd'hui. Donc, je voulais savoir ce que cette réflexion-là t'inspire et comment finalement on pourrait aussi revenir ou changer justement notre approche sur ce sujet-là. C'est-à-dire pourquoi vouloir faire une agriculture biologique? Arrêtons l'agriculture chimique et on n'a plus besoin justement de parler de biologique, chimique ou autre. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et le type, il le dit très bien. Je voudrais juste préciser quelque chose pour les amis qui nous écoutent. Parce qu'on peut penser, ça s'est fait dans d'autres situations, pas avec moi, mais dans d'autres situations, ça s'est fait. Donc, on pourrait penser que c'est la même chose. Par choix stratégique et de méthode académique. Je ne filme jamais avec des gens que je rencontre auparavant. C'est des gens qui me rencontrent pour la première fois, que je rencontre pour la première fois. Et ma méthode est simple. J'arrive, bonjour madame ou le bonjour monsieur, et la caméra est en train de marcher derrière moi. Et le mec, quand on descend de la voiture, je dis à la personne qui filme, on. Et je vais à la rencontre de la personne. Je me présente très rapidement, je suis machin, je fais un film sur l'agriculture tunisienne. C'est tout. Est-ce que la machine est en train de marcher? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? J'ai eu une demande d'arrêt et on n'a pas filmé avec la personne. Alors, il m'a parlé comme ça hors caméra, mais c'est une autre histoire. Bon, bref. Donc ces gens-là, si tu as été surprise, moi aussi j'étais surpris, le caméraman était surpris. C'est parce que il ne savait même pas si j'étais de quel côté j'étais, droite, de gauche, écologique, anti-écologique, n'importe, il ne savait rien. Donc c'est vraiment venu de son cerveau à lui. Et effectivement, on appelle les choses à l'envers. Maintenant, on mange bio. Ça veut dire quoi, manger bio? Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Dépenser des millions et des millions de je ne sais pas quoi, de bailleurs de fonds et tout ça pour produire du bio. Mais ma mère produisait du bio. Ma mère faisait de l'agroécologie. Et ma mère ne savait même pas le Coran avec lequel elle faisait ses prières. Elle n'avait jamais écrit un mot de sa vie. Et elle faisait ce qu'aujourd'hui on appelle ça de l'agroécologie, de la permaculture, du bio, machin. Et donc, c'est juste normal, c'est venu normal parce que le type était choqué. C'est surtout aussi parce que justement, ça permet de monétariser beaucoup plus finalement l'agriculture biologique, c'est-à-dire ce label biologique permet de le vendre plus cher. Et je pense que c'est surtout… C'est notre logique qui n'a rien à voir avec une politique alimentaire. Absolument. Alors, une autre question qui sans doute a déjà dû être posée de personnes qui ont visualisé le film, parce qu'effectivement, tu as fait le choix, et je pense on a tous écouté aujourd'hui ton intervention, donc je pense que ce n'est plus vraiment une surprise. Tu es engagé dans ton travail et tu défends la cause des paysannes, mais dans le film, effectivement, tu as aussi fait le choix d'interviewer finalement que des paysans ou des paysannes. Il n'y a pas de pouvoir public ou d'administration publique qui apparaît dans le film, ni d'ailleurs de représentants de grandes industries alimentaires. Alors,
pourquoi as-tu choisi de les exclure? Enfin, j'ai ma propre idée, mais j'aimerais bien t'écouter quand même C'est la là-dessus. bonne. C'est la bonne. Ta propre idée, c'est la bonne. Non, mais je veux dire, il faut arrêter avec ce fantasme d'objectivité. Moi, je n'y crois pas. Ça fait longtemps que je n'y crois plus. Je ne peux pas, je ne suis pas quelqu'un d'objectif, ni dans la recherche, ni dans l'enseignement, ni dans le tournage. Je n'ai jamais essayé de l'être. Et aux étudiants, je leur disais, voilà ma position, faites-en ce que vous voulez, mais moi, voilà ma position. Et donc, c'est parfaitement normal. Moi, et il y a une procédure américaine pour la justice, on plaide contre l'accusé jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, je fais des films c'est une bataille politique. Je ne suis pas en train de faire une promotion personnelle, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Ça va. Donc, je ne cherche pas de poste, je ne cherche rien. Et je mène cette bataille parce que j'y crois, parce que je pense que faire de l'écologie sans parler des paysans et de leurs difficultés, ce n'est pas de l'écologie, c'est autre chose. Parce que j'ai eu faim quand j'étais petit. Si on veut vraiment aller me chercher dans mes petits coins, mon petit jardin secret, j'ai eu faim. Moi, j'ai grandi dans un monde de pauvreté. J'ai grandi dans une famille pauvre. Et j'ai eu faim. Et je n'avais jamais compris pourquoi j'avais faim. Je pensais que c'était Dieu. Donc voilà, c'est moi, petit, je pensais les choses comme ça. Et le jour où j'ai découvert qu'il y avait des responsables, ben non, ces responsables-là, c'est pas à moi de leur donner la parole. Ils ont beaucoup plus de moyens que moi. Ils pourraient produire 1000 films pour me répondre. On voit aussi dans tes films des femmes. Donc, on a déjà parlé, hein, les Fellahas, ces paysannes qui, donc, comme tu disais, qui ont souvent un très grand savoir, qui sont les gardiennes finalement du savoir ancestral, notamment lorsqu'on aborde la question des semences. Elles ont souvent des connaissances très, très pointues pour reconnaître les différentes variétés. Euh, donc, alors, ce qui était très intéressant d'ailleurs, parce que tu les as aussi bien interviewés dans ton film Gavez Laves que Couscous, et à chaque fois, tu leur posais la question, alors une femme peut être paysanne? Eh bien, toutes ont répondu, bien sûr que oui, et pourquoi pas? Donc, est-ce qu'on peut considérer que finalement, ce sont elles les véritables sauveurs de l'agriculture paysanne traditionnelle parce que justement, elles ont ce savoir-là et qu'elles transmettent de génération à génération? Ça serait de les charger un peu trop. C'est une lourde responsabilité. Personne n'est capable de sauver l'agriculture paysanne si toute la machine est mise en œuvre pour les pousser dehors. Donc ça, c'est même pas la peine d'en rêver. Les paysannes, comme les paysans d'ailleurs, ils font tous leur effort de résistance. Mais toute résistance peut à un moment faiblir et ils peuvent abandonner s'ils n'arrivent plus à manger. Il y en a qui partent, il y en a qui migrent. Il y a des enfants de paysans qui traversent la mer parce qu'ils ne veulent plus revivre ce que leurs parents ont vécu. Et, et, euh, et donc, mais si une autorité décide de changer sa politique agricole et, et officiellement, formellement, pour plus de souveraineté alimentaire et pour plus d'agriculture paysanne, là oui, à ce moment-là, les paysannes et les paysans seront là. Ça, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Moi, j'ai juste une petite anecdote. En l'occurrence, c'est un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est important quand même. Et quand je tournais Om Layoun, je suis allé tourner dans une oasis. Et le type me faisait une promenade. Et il m'a dit, regarde, parce que c'était la saison de la récolte des dattes. Il me dit, regarde, tu vois pas que les dattes sont un peu sèches, un peu asséchées. La peau est un peu séchée. C'est Diglotno, la marque qu'on trouve un peu partout dans le monde. Un peu asséchée. Je dis, oui, c'est quoi? C'est un champignon, une bactérie? Qu'est-ce qu'il y a?
Parce que moi, je regardais en haut, je ne regardais pas en bas. Et moi, je suis ingénieur de l'eau. Avant d'être géographe, j'ai un diplôme d'ingénieur hydrologue. Donc, j'étais censé connaître. Et il me dit non, regarde. Et il me montre le canal. Il me dit, depuis que le canal a été bétonné, il n'y a plus d'infiltration d'eau au bord du canal. Et donc, le matin, la rosée, on n'a plus de rosée le matin. Et c'est la rosée qui empêche cet assèchement des dattes. Et je l'ai vérifié quand je suis allé à Tamarza et les canaux sont encore, pour la grande partie, sont encore en terre, ben, les dattes ne sont pas séchées. C'est formidable. Et ça, c'est les paysans et les paysannes en particulier. Moi, j'ai fait le test plusieurs fois et dans plusieurs pays. Je donne la même graine, la même variété, l'une dans la main une poignée dans la main d'un paysan et l'autre dans la main d'une paysanne, une femme paysanne. Et je leur dis, c'est quoi ça? La première réponse venait systématiquement à 99% des cas des femmes paysannes. Elles regardent comme ça, elles savent ce que c'est. Les paysans regardent leurs femmes pour avoir une réponse. Et ça s'explique. Hein. Moi, je sais l'expliquer. Il y a une femme paysanne égyptienne qui me l'a expliqué. Ça. Je peux le donner si tu veux. Oui, on veut bien écouter ça. Je faisais une recherche avec ma camarade de l'IMSAR, anthropologue égyptienne, sur la pauvreté paysanne et la protection de la biodiversité. Dans l'Oasis du Fayoum, le texte est publié en anglais. Et une femme paysanne, elle avait un petit carré à elle, qu'elle cultivait elle-même. Son mari cultivait des céréales. Mais elle avait un petit carré, et c'est assez commun en Égypte, en fait. Un petit carré où elle produisait ce qu'elle fait à la maison. Et on lui a dit, on a posé la question, on était tous les deux ensemble, on lui dit, mais pourquoi tu te fatigues tant? Tu as le ménage, tu as les enfants, tu as ton mari, tu as les poules, tu as les vaches, et en plus tu fais ça, pourquoi? Elle me dit, et ça c'est un truc absolument fabuleux pour le chercheur qu'on était et pour le chercheur que je suis. Et elle me dit, OK, tout le monde sait que ce sont les femmes qui sont chargées de faire à manger. OK, bon, voilà. Est-ce que c'est suffisant? Non. Elle me dit, il faut que je fasse la bonne bouffe. Pas juste faire la bouffe. Il faut que la bouffe soit bonne. Et si je vais au marché, je n'ai pas la garantie que ce que je vais acheter est de bonne qualité. Je produis ce que je sais que cette tomate-là, mon mari l'aime. Mes enfants l'aiment. Quand je fais une salade avec cette tomate-là, il n'en reste rien. Et à un certain moment, un peu intimidée par la présence d'un homme en face d'elle, donc elle se retourne vers ma collègue et lui dit, mon mari dans la journée ne fera pas plaisir le soir. Et donc, c'est aussi ça, c'est la qualité de la vie au quotidien qui fait que les femmes... Et on lui a dit, mais pourquoi ton mari ne le fait pas? Elle nous dit mot par mot, mon mari, c'est un ignorant de ces choses-là. Il connaît le marché. Et son mari est paysan, quand même, pour elle. Intéressant. Ouais, tu l'as déjà évoqué rapidement dans une réponse que tu m'as faite tout à l'heure, mais j'aimerais aussi revenir sur un autre point qui m'a sauté aux yeux en visionnant le film Couscous. C'est finalement l'absence de la jeune génération parce que les Fella, ils sont tous déjà à un certain âge, donc difficile de le dire comme ça, mais on voyait peu de gens en fait qui ont 20 ans dans ce film. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que la jeune génération dans le monde arabe, plus particulièrement dans le cas tunisien que tu étudies, ne s'intéresse plus du tout à l'agriculture, contrairement finalement à une tendance qui s'installe maintenant en Europe où il y a une espèce de redécouverte de l'agriculture par les jeunes, où on parle beaucoup de néo-ruraux et ces choses-là.
Non, mais je crois qu'il y a une mauvaise image qui est produite par beaucoup d'experts ou des chercheurs qui ne connaissent pas la réalité quotidienne du terrain et même l'utilisation des chiffres. Parfois, c'est utile. Si on prend le nombre de paysans depuis au moment de l'indépendance, 1956, 62 pour être précis, parce que c'est l'année de l'enquête qui a été faite à ce moment-là, et le nombre de paysans maintenant, il n'a pas baissé. Il a augmenté. Alors, donc, si ça a augmenté, ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement qu'il y a des enfants qui ont pris la suite. Donc l'idée, cette fausse image qu'on est en train, mais je sais pourquoi on se diffuse, c'est notamment pour justifier qu'on dépossède les paysans. De toute manière, ils n'ont pas d'hérité, leurs enfants, ils ne vont pas prendre la suite. Donc, on va prendre la terre. Ça fait partie, c'est comme la rareté de l'eau, ces concepts qui sont faits pour servir à un plan chez quelques-uns. Et donc, mais la question est judicieuse. Et moi, comme on m'a interrogé justement là-dessus, je suis allé voir des jeunes, des enfants de paysans. Les enfants des paysans pauvres ou même modestes, juste modestes, ils disent, mais moi, je n'ai pas envie. Je regarde, toi, tu as une voiture. Pourquoi moi, est-ce que je n'aurais pas droit à une voiture? Tu as une caméra. Moi aussi, j'aimerais avoir des choses comme ça. Tu voyages, tu prends l'avion, tu vois, enfin, tout le confort. Mais moi c'est mon rêve, ça. Pourquoi tu veux que je reste vivre comme mes parents? Donc, non, je ne reste pas. Je connais un enfant de paysan qui a traversé la Méditerranée récemment et malheureusement pour lui et pour ses parents, il est resté en Méditerranée. Il n'a jamais abouti de l'autre côté. Donc ça, je ne peux pas nier le fait que les enfants ont tendance à vouloir échapper à l'agriculture parce qu'ils voient comme un piège de pauvreté. Mais quand je pose la question, parce que j'ai fait une enquête qu'il faudrait que j'élargisse un jour, je voulais vraiment avoir l'esprit net par rapport à ça. Je suis allé voir, c'est pas difficile de rencontrer des jeunes issus de familles de producteurs agricoles assez aisés. Donc, je suis allé voir des filles et des garçons en leur disant, mais et vous prendrez la suite de vos parents le jour où ce sera l'heure? Je me disais, mais évidemment, mais j'ai même envie d'accélérer l'heure pour prendre la terre. Quelqu'un m'a dit ça comme ça. Il me dit, si je pouvais le faire, je pousserais mes parents, surtout mon père, vers la sortie pour que je puisse prendre l'heure. Il me dit, je n'attends que ça. Hein. Moi, je ne serai jamais fonctionnaire, je ne serai jamais industriel. Je sais faire ça, donc j'ai envie de prendre la suite. Donc, c'est la classe sociale du gamin, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes adultes qui décident, qui leur imposent un choix. Mais même les enfants des pauvres, ce n'est pas par gaieté de cœur, mais la majorité finissent par rester. Il y a un moment, ils disent, bon, allez, j'ai eu un premier enfant, je suis marié, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ben, je suis là. Ils prennent conscience ils héritent la terre et ils travaillent. Moi, j'en vois de plus en plus de jeunes qui produisent. Je préfère toujours filmer avec les plus âgés parce qu'en termes de vision politique, d'analyse et de mémoire, c'est beaucoup plus riche. Les jeunes sont un peu dans l'amertume, un peu, je n'ai pas eu d'autre choix, donc je reste. Et je pense que dans 30 ans, ils pourront répondre un peu de la même manière que leurs parents parce qu'ils découvrent des choses. Alors, tu as aussi eu dans le film quelqu'un qui t'a dit face à la caméra, de manière très déterminée, ceux qui disent que la Tunisie ne peut pas nourrir sa population mentent. Alors, c'est qui les ceux? Et est-ce que tu penses vraiment que la Tunisie, elle peut nourrir toute sa population? Est-ce qu'il y a une autosuffisance alimentaire aujourd'hui en Tunisie? Non, et il ne faut pas parler d'autosuffisance alimentaire de mon point de vue. Ce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas produire. C'est simple, je veux dire. La Tunisie ne produit pas de riz. Si on décide demain de manger que du riz, il faudra l'importer. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, alors, ceux qui disent que
ce discours un peu dominant aujourd'hui, c'est surtout les gens. D'abord, il y a tous les urbains, il y a les gens qui croient que les paysans ne sont pas capables, qui croient l'agro-business comme sauveur des humains et de la nature et même des dieux, et qui pensent qu'on ne peut pas couper avec les marchés mondiaux. Et c'est les mêmes qui mangent essentiellement de la viande comme plat principal, et ainsi de suite. C'est cette catégorie-là qui est très, très mélangée, qui est très diverse. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui ont des intérêts, il y a des gens qui, juste parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas eu cette connaissance des choses. Moi-même, je l'ai pensé à un certain moment quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'étais dans cet état d'esprit. C'est beau la modernité. Franchement, je veux dire, il y a quelque chose de très attirant, la modernité. Moi, je ne suis pas un adorateur de grosses voitures, mais enfin, la technologie elle-même, elle attire. Et les gens rêvent de ça. Et ils pensent que les devises, c'est la solution. Ils ont un esprit plus financier. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a ceux qui réfléchissent en comptable et il y a ceux qui réfléchissent en citoyens. Ce n'est pas la même chose. Et après ces gens-là, il y a tout. Hein. Je veux dire, l'Europe, on est qui développe ce discours, les institutions financières internationales, et je pourrais à la limite dire, c'est normal, hein, je veux dire, démarche coloniale. Le pire, c'est que beaucoup de chercheurs et experts tunisiens et européens et ailleurs, non seulement analysent les choses de ce cadrage-là, l'équilibre commercial et machin, la devise et ces choses que moi j'ai du mal à comprendre, et puis il y a d'autres beaucoup plus rares qui essayent de voir les choses différemment. Je prétends faire partie de ces gens-là, mais c'est dur parce que ça c'est une croyance. On pousserait plus facilement quelqu'un à l'athéisme que d'abandonner l'image de ce que c'est le développement, développer. Voilà, il faut faire ça. Manger du pain blanc, c'est un signe de modernité. Ouais. Voilà. Donc, alors, les néo-ruraux, on a exactement le même phénomène. Il y a des néo-ruraux en Tunisie. C'est exactement le même processus. Et pour moi, c'est des gens qui, je veux dire, quelque part, ils sont pires que les investisseurs parce qu'ils font croire qu'il y a une alternative, alors que réellement, sur le terrain, ils pratiquent la même chose que les investisseurs. Mais pas sous la couverture d'un énorme mensonge. Je peux être né dans un quartier super riche, super favorisé, et aller avec ma grosse 4x4 et faire de l'agriculture bio quelque part dans la campagne. Et je fais du bien à la terre, je n'utilise pas de produits chimiques et je développe un discours puissant. Le pire, c'est qu'il pourrait faire croire que ça, c'est réellement une alternative, ce qui n'est pas, c'est totalement faux. Très intéressant. Et dans tous les cas, si elle n'est pas fausse, cette solution, ça participe à la dépossession de la paysannerie. Merci beaucoup, Habib. Eh bien, je le disais déjà en intro, donc la journée d'études aujourd'hui, elle s'est intitulée Eau et agriculture. Hein, donc, la question de l'eau nous a préoccupés aussi un peu durant toute la journée, puisque sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'agriculture non plus sans eau. Et cette thématique, elle était déjà présente aussi dans ton documentaire Gabès Lavès. Mais tu as décidé de consacrer ton dernier film intitulé Om Layoun entièrement en fait à cette problématique de l'eau. Hein. Tu l'as dit, il n'est pas encore sorti officiellement en France, mais tu nous as autorisé aujourd'hui de... Même pas en Tunisie, il est sorti nulle part. D'accord, et donc tu nous as autorisé aujourd'hui de pouvoir quand même montrer la bande d'annonce. Donc je vais partager celle-ci avec notre public. ما هو أساس كل شيء، لكن يلزم يقتصدوا فيه كما يقتصدوا في كل شيء. في الماء أغلى من الوقت.
السي بي جي تستهلك يوميا ما معدل 500 600 مرة ما يستهلكه أهالي رديف باش تغسل بيه الفوسفات. ها والماء ها كاجت يجري الماء راه يمشي الماء اليوم عندنا ها برستيج سبالة برستيج. هذه هني كانت كل 15 يوم اللي معناها بالساقي هذه كل 15 يوم يسقوا تو كل شهر. انا كنا نسرقوا نهبطوا من هنا على السلالم ونسرقوا في الماء من غير. اذا كان عندنا برشا ماء شنو نعملوا به؟ لازم هاو السؤال، مش عندنا ولا ما عندناش، واذا كان الكميات شوي شنو نعملوا به؟ Voilà un tout petit aperçu de ce film. Alors, sans vouloir trop en dire, juste si tu peux éventuellement revenir pour nous sur ce qui t'a motivé finalement de consacrer tout un film à la question de l'eau, qui aujourd'hui en intro tu nous disais, c'est vrai que quand je t'ai contacté, je te demandais à nous parler sur la question de l'eau, et ce matin tu nous as dit finalement l'eau ne m'intéresse plus. Alors pourquoi fais-tu un film consacré à la question de l'eau, et surtout à quoi peut-on s'attendre dans ton nouveau documentaire? Quand je dis que l'eau ne m'intéresse plus, c'est une réponse provocatrice, mais parce que il y a réellement un moment, je sais que c'est encore un avis qui n'est pas du tout partagé, y compris parmi mes amis, et je respecte ça, mais pour moi, à un certain moment, j'ai pris conscience que le problème n'est pas l'eau. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Qui a droit à l'eau? Je parlais du droit à l'eau tout à l'heure, le droit de l'eau tout à l'heure. Moi, je préfère parler de droit à l'eau. Qui a droit à l'eau? Est-ce qu'une tarification même minimale n'est pas un déni du droit à l'eau? Pourquoi est-ce que je suis obligé de me laver quand je me sens sale? Parce que je ne peux pas payer la facture. Et ça arrive. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui n'arrivent jamais. Je dis souvent, et ça gêne certains, surtout quand c'est en public face à moi, je dis souvent qu'un couple ne se retrouve pas dans le lit si l'un des deux ne se sent pas propre. Et ça aussi, ça arrive souvent. Et moi, pour moi, le droit à l'eau, il est sacré. Rien ne peut justifier qu'on y mette une condition juridique, financière ou autre. Un droit à hauteur des besoins, pas au-delà. Au-delà, il faut que ça soit excessivement cher. Ça, c'est une chose. Donc, j'essaie mon point de départ sur là. Le deuxième point de départ, c'est que moi, j'en ai marre de cette notion, de ce paradigme de la rareté de l'eau. L'eau, non, elle n'est pas rare. Point. Elle est pleine. Moi, en Tunisie, il y a suffisamment d'eau pour 2 fois plus de population. En Égypte, il y a 2 fois plus d'eau pour le double de la population actuelle. Je crois qu'il faut vraiment créer une forme de blasphème collectif contre ces religions dominantes qui, sous prétexte de rareté, au fait, pourquoi est-ce que les sociétés, les agro-business, les sociétés de l'eau prennent de l'eau gratuitement? Et moi, je n'ai pas le droit à prendre de l'eau pour aller prendre une douche ou pour manger proprement ou pour me laver les mains. Là, dans le film, je ne vais pas raconter le film, mais dans le film, je suis allé filmer dans un village coincé, un village physiquement entre 3 barrages dans le nord-ouest. 3 barrages. Et dans le village, il n'y a pas d'eau. On trouve ça normal? Certains disent oui, parce que l'eau est rare. Parce qu'elle coûte cher, les canalisations pour les emmener jusqu'au village, ça coûte cher. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021, les barrages, ça fait 40 ou 50 ans, il y en a un qui a plus de 50 ans qu'il a été construit. C'est à côté de la Medjardin. Il y a des choses, et moi, il y a un moment où j'ai décidé de ne plus travailler sur l'eau, parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que ce n'est pas l'eau qui pose problème, c'est sa gestion.
qui pose un problème, c'est le déni du droit qui pose un problème, et que tout le reste, ce n'est que des justifications de ce déni du droit, y compris le discours. Et je me suis dit, ça continue. En Tunisie, en ce moment, on parle de l'eau, tout le monde parle de l'eau. Et je me suis dit, non, je sais un certain nombre de choses, enfin, je crois savoir un certain nombre de choses, et j'ai une position. Et je pense que mon devoir, c'est d'en parler, d'exposer ça. Après, donc moi, le film dit qu'il y a de l'eau, du moins il ne dit pas le contraire, dit que le droit à l'eau est sacré, du moins il ne dit pas le contraire, et je pense que ça fait partie des droits humains fondamentaux qui méritent au moins un film. Et moi, dans l'association, c'est une association, Osaïe, c'est un centre de recherche que je ne dirige plus, hein, maintenant c'est d'autres camarades qui dirigent l'association. C'est une association engagée, c'est un centre de recherche. Et dans la recherche, comme je conçois la recherche, et je crois qu'il faut former des gens, et surtout des jeunes. Et parmi les formations, c'est, entre guillemets, une éducation au droit. Et ce film s'adresse enfin, c'est une pièce pour le débat sur les problématiques de l'eau avec ceux et celles qui acceptent de remettre en question les religions dominantes. Très bien. Les autres ne m'intéressent pas. Et ceux qui auraient vraiment besoin, ben, on espère quand même qu'un jour, ils vont accepter de venir. Non, je pense que le droit à l'eau n'est pas conditionnable par la situation économique. Je crois que le droit à l'eau est le pire de l'humanité. La personne la pire de ce qui puisse exister comme humanité a quand même le droit à l'eau et doit être gratuit, inconditionnel, permanent et sécurisé. Moi, c'est ma position. C'est comme je suis contre la peine de mort et je pense que mettre un tarif à l'eau, en quelque sorte, c'est une peine de mort parce que si elle n'est pas biologique, elle est sociale. Si vous avez un rendez-vous, ça nous arrive tous d'être transpirants, de sentir un peu mauvais parce qu'il fait chaud, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a fait des efforts physiques. Est-ce que vous irez directement, toi ou d'autres, à un rendez-vous professionnel, le galon, n'importe, quel que soit le genre de rendez-vous qu'on peut avoir dans la vie, on a plusieurs. Est-ce qu'on peut y aller comme ça, juste, sans passer prendre au moins une éponge et se faire se nettoyer un peu? Je veux dire, c'est pas possible. Et la mort physique, voilà, ça arrive comme ça et les gens disparaissent comme ça. Mais le pire, c'est quand même la mort sociale. C'est fou le nombre de gens qui vivent dans la rue, c'est fou le nombre de gens qui sont privés de tout, même pas et après, on a des gens qui s'enrichissent à mettre de l'eau en bouteille. Enfin, moi, c'est des choses, mes camarades, mes collègues surtout, certains risquent de me prendre pour un fou mental. C'est pas totalement faux, mais je pense que la recherche, encore une fois, qui se veut propre, nette, qui prend pas de position, qui reste objective, qui est machin, pour moi, ça, c'est vraiment de la foutaise. Et non seulement c'est de la foutaise, c'est un processus très dangereux de domination. Et bien sûr, ces mots, Habib, je termine notre débat. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet exercice et je remercie tous celles et ceux qui ont participé à cette journée d'études qui fut vraiment très riche en enseignements. Alors, c'est très compliqué de proposer une conclusion qui arrive à synthétiser, si vous voulez, toutes les idées qu'on a eues tout au long de cette journée. Mais je pense que le point qui me tenait à cœur en tant qu'organisatrice de cette journée, c'était justement de pouvoir montrer à quel point cette question de l'eau, mais aussi de l'agriculture et de l'accaparement des ressources en général, est une question ô combien politique et qu'on a souvent tendance à oublier cela. C'est une question à la fois d'acteurs, c'est-à-dire qui sont les acteurs qui agissent dans ce domaine. Donc, on a beaucoup parlé
des agriculteurs paysannes aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup parlé dans la première partie de la journée d'études justement des agrobusiness et de l'agriculture capitaliste qui favorise. Et donc, finalement, selon le type d'acteurs auquel on a affaire, vont varier les interactions que ces acteurs ont avec les ressources et avec notre environnement. Et forcément, Habib, il a très bien résumé en répondant aux questions, les paysannes n'ont pas forcément les mêmes sensibilités quand ils vont travailler la terre, quand ils vont travailler les semences, qu'un agrobusiness qui va juste venir exploiter les terres pour chercher le profit derrière. Après, deuxième remarque que j'aimerais faire en conclusion, c'est qu'au-delà d'une question d'acteur, il s'agit aussi d'une question de moyens. Et là, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit Julie Trottier lors du deuxième panel. Elle a dit qu'il faut absolument qu'on garde en tête qu'il s'agit là de la question de l'accès aux ressources. Et elle a cité les travaux d'Amartya Sen, puisque finalement, c'est de là d'où vient l'inégalité dans l'accès à l'eau. Hein, c'est cet accès à la ressource qui finalement ne peut qu'aller, et ça sera mon troisième point, avec cette interrogation autour des relations de pouvoir. Et là aussi, souvent, on a tendance à oublier cela. Chaque acteur est en effet situé, malgré lui ou malgré elle, dans un réseau de pouvoir, de relations de pouvoir. Et en fonction de cette situation, en fonction de la classe sociale, comme l'a dit Habib, un tel acteur a plus ou moins accès à ce que Roland Briachi a aujourd'hui appelé le bargaining power, hein, donc à plus ou moins la possibilité à faire entendre son discours et sa vision des choses sur l'environnement. Malheureusement, et je ne veux pas finir forcément sur une note pessimiste, mais malheureusement, et je pense qu'on l'a beaucoup dit et vu aujourd'hui, il y a un discours dominant qui s'est installé. Ce discours dominant aujourd'hui, il est beaucoup porté par les grands bailleurs de fonds internationaux qui poussent effectivement vers cette agriculture capitaliste et que les petits paysans, ils se trouvent souvent assujettis à ces pratiques parce que justement, ils n'ont pas le pouvoir de proposer ou imposer leur modèle. Ceci dit, voilà, comme l'a dit Roland ce matin en ouverture, il existe des modèles alternatifs. Le tout, c'est justement de pouvoir lutter contre les discours dominants qui existent. Et je finirai là-dessus. Je remercie donc beaucoup Habib parce que son travail fait exactement cela. Avec ses films, il donne la parole justement à ces personnes qui sinon ne seront pas entendus. Et donc, voilà, je ne peux que t'encourager à continuer en ce sens-là. Merci à toi et merci encore à tous celles et ceux qui nous ont fidèlement suivis tout le long de la journée.